message. Bonjour et bienvenue. Nous sommes désolés, on a eu des soucis technologiques, mais là on est prêt. Je me présente, je m'appelle Danielle Olofsson, je suis chef de la protection des données chez BCF et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et je suis ici avec mon collègue Nicolas. Bonjour Danielle. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Alors, je suis Nicolas Diorio, je suis avocat et l'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est évidemment de mentionner cette reprise économique, mais évidemment de la situer dans certaines préoccupations. Et une des préoccupations importantes, c'est les défis du marketing direct numérique, mais à l'ère post-COVID. Donc, on assiste à un phénomène qui est celui de la reprise des activités économiques. On n'a jamais vraiment connu une situation où on a mis en veilleuse, en fait, on a même arrêté carrément le commerce dans toute une société. Le commerce ne se finissait devant pas simplement le commerce de vente au détail, mais évidemment des relations entreprise à entreprise, qu'on appelle le B2B et le B2C, donc business to consumer, business to business. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'évidemment, les gens se sont donc tournés vers les ventes en ligne. Ça occasionne évidemment une demande au niveau du transport. On voit des délais qui surviennent avec le transport. Et comme on le voit maintenant sur la diapositive sur laquelle je veux attirer votre attention ici, c'est que en plus, ce que ça fait, c'est que ça remet en question le modèle traditionnel. Alors, c'est ça qui nous interpelle ce matin. Quand on va vouloir voir sur quoi on va focuser, c'est que le modèle qu'on connaissait il y a 3 mois, qu'on connaissait jusqu'au 13 mars, par ce bouleversement sans précédent que notre société a connu par la fermeture de ses activités d'industrie, de commerce et même de gouvernance au sens plus général, on fait en sorte que maintenant, on va tout reconsidérer parce qu'il y a une grande réflexion qui s'est faite sur une base individuelle. Les organisations ont entamé leur propre réflexion et chacun essaie maintenant de se repositionner avec ces nouvelles données. Également, en ayant à l'esprit toutes les inconnues qui prévalent présentement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses auxquelles on n'a pas de réponse. Alors, évidemment, ce qu'on veut focuser ce matin, c'est la possibilité que vous avez de rejoindre des clients via des plateformes numériques, donc que vos clients soient d'autres entreprises ou que vos clients soient des consommateurs. Il y a des contraintes juridiques importantes à laquelle vous êtes assujettis, mais ces contraintes-là offrent en même temps, ironiquement, des belles opportunités. C'est ce qu'on veut explorer avec vous. Exactement. Et donc, comme Nicolas disait, il y a un contexte absolument parfait pour ceux qui veulent développer des plateformes numériques. Certains d'entre nous sont toujours obligés de rester chez nous et on doit faire nos courses en ligne. Et donc, voilà, on a un contexte parfait pour le développement de ces plateformes, sauf qu'il y a également des contraintes. Et on se pose des questions souvent par rapport à ce qu'on a le droit de faire pour être conforme aux lois existantes, et notamment la loi européenne et la loi californienne ont été promulguées avec un des objectifs précis, c'est de vraiment gérer cette oui. Est-ce qu'on voit évidemment du travail gouvernemental qui est fait dans les offices gouvernementaux, dans les officines gouvernementales, c'est que, comme on peut le voir, ce qui est d'avant-garde présentement en Europe et aux États-Unis, c'est également ce vers quoi le gouvernement du Canada tend à aller, et je dirais même les gouvernements du Canada tendent à vouloir amener les organisations. Alors, c'est toujours la question d'intérêt légitime qui est poursuivie par la personne qui est responsable du traitement, donc, qui veut extraire cette donnée-là, qui veut la manipuler, qui veut la transformer et qui veut faire même commerce de cette donnée-là, ou commerce à partir de cette donnée-là. C'est cette notion constante de celle des intérêts légitimes. Et alors, donc, comme mentionnait Daniel, c'est des concepts qui sont assez flous présentement, mais par les pratiques, hein, par les meilleures normes qu'on applique, c'est là qu'on leur donne un sens. Et surtout par l'interprétation qu'en font les juges, notamment en Europe. On a 2 approches très différentes. Il y a l'Europe qui nous permet, qui reconnaît le droit légitime de l'entreprise d'aller chercher des données pour des fins de marketing. Alors ça, c'est tout à fait légitime et c'est reconnu par la loi. Sauf qu'il faut faire très attention aux droits de la personne et d'aller, dans la mesure du possible, lui demander
le consentement. Aux États-Unis, on a une approche qui est un peu différente, voire très différente, c'est-à-dire que de prime abord, on a le droit d'utiliser les données du client à moins que le client ne s'y est opposé expressément. Donc, c'est le modèle opt-out. Au Canada, on est un peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire que l'individu a le droit de protéger évidemment ses données, sa vie privée, mais l'organisme a également le droit d'aller utiliser des données personnelles pour des fins légitimes. Et donc, il y a cet équilibre, comme Nicolas disait, qui est absolument essentiel et qui est réitéré à chaque fois par les tribunaux en disant oui, on doit protéger la vie privée, mais il y a l'organisme qui a également le droit d'utiliser. Donc, ça, c'est un principe d'interprétation qui est très important au Canada. Oui. Les entrepreneurs dans le domaine, évidemment, favorisent le modèle opt-out. Parce qu'à ce moment-là, le filet est lancé et si quelqu'un veut sortir du filet, c'est à cette personne-là à faire des démarches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne quand on a évidemment ces éléments de flou? Tout d'abord, on va voir les sujets qu'on va aborder, mais les enjeux qui en découlent et élaborer évidemment des éléments de réponse. Donc, on va voir avec vous le marketing direct numérique, évidemment. On va y aller au niveau d'une définition. On va voir quelles sont les données qui sont traitées et la technologie qui est utilisée pour recueillir ces données. Alors, tout d'abord, au niveau de la définition, comme vous voyez, c'est une méthode. On parle d'une méthode et qui consiste à présenter. Donc, ce que vous voulez, c'est vous faire connaître. Donc, vous présentez des caractéristiques de votre entreprise, vos produits, vos services. Présenter ça à une clientèle que vous avez ciblée. Et évidemment, le mot direct est important parce qu'ici, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'objectif qui est recherché. Il existe plusieurs mécanismes par lesquels on peut faire ça sur le web. Il y a je suis devant un clavier, je cherche une lampe et tout à coup, je clique lampe. Mais évidemment, vous aurez pris des arrangements avec un tiers pour faire des opérations de Search Engine Optimization, faire en sorte que ma recherche soit optimisée pour aboutir à vous comme résultat. Donc, votre résultat est celui qui devient préférentiel. Je vous donne donc un petit exemple, mais pour voir le genre d'outils qu'on fait. Donc, évidemment, je suis le consommateur et vous pouvez me faire du marketing directement, sans passer par des tiers qui devraient intervenir pour vous. L'objectif, évidemment, c'est que le destinataire, moi, l'exemple avec la lampe, je sois incité à acheter. Mais vous allez voir où on en vient avec ça. Si je prends juste cet exemple bien simple, je commence ma recherche, mon téléphone sonne, je continue à faire d'autres choses, je parle avec Daniel, et là, tout à coup, je reprends une autre recherche. Mais ce que vous voulez, c'est que même si je suis rendu sur un autre site à propos d'autre chose, ce que vous voulez vraiment, c'est que la recherche que j'ai faite chez vous et l'identification qui avait été faite de votre produit réaboutissent dans le site dans lequel je me trouve. Je donne un exemple concret. Tout à coup, je pense, le week-end s'en vient, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il ne fera pas beau? Et je commence à chercher pour la météo, pour voir sur une application si on va avoir du beau temps dans la région où je me trouve. Et là, tout à coup, votre annonce va réapparaître dedans. Alors, c'est le genre d'outils que vous recherchez. Évidemment, imaginez ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui offre des produits. Je vous le donne sur la base du consommateur, l'exemple que je suis le consommateur, mais ayez bien à l'esprit que c'est également présent dans ce que j'indiquais, qui est le B2B, business to business. Donc, quand une entreprise fait affaire avec une autre entreprise ou offre ses biens ou ses services à d'autres entreprises, c'est également, il n'y a pas de limite, évidemment. Je donnais l'exemple simple consommateur parce qu'il y a pour abréger la présentation. Alors, les messages, les avantages, on le voit, il y a le message, dans mon cas, il est bien personnalisé, l'exemple que je vous donne. Il est avantageux aussi financièrement parce que bien que ça représente des gros montants, mais évidemment, ces montants-là sont dépensés sur quelqu'un qui, dans mon exemple, cherche une lampe. Alors, s'il cherche une lampe et moi, je vends des lampes, c'est en plein la bonne personne que j'ai devant moi et je n'ai pas simplement quelqu'un qui passe et qui regarde la vitrine. Alors, le retour sur l'investissement, il y a une corrélation entre ce qu'on va avoir dépensé et le fait qu'on a vraiment devant nous un groupe restreint de personnes qui sont venues faire cette recherche-là et qui veulent directement avoir le produit que j'ai devant eux. Et
une chose qui a aidé énormément au développement de ça, c'est qu'on peut quantifier. Donc, on est maintenant à l'ère où on reçoit des rapports extrêmement précis, et on parle de clics ici, du nombre de clics qui ont été faits et de combien se sont transposés en transactions concrètes et en achat. Alors, les données qui sont traitées, bien évidemment, vous avez toute la liste ici qui est devant vous. Il y a les sites référents. Donc, je suis allé dans un premier site dans lequel j'ai fait une recherche. Et ce site-là va évidemment permettre de communiquer de l'information fort utile. Daniel mentionne bien une chose et il met beaucoup d'emphase. On va le voir ici que toute la préoccupation de présenter, évidemment, quand on parle des données de traité, le gros défi ici, ça va toujours être d'obtenir le consentement. Ouais, c'est ça. Donc, la législation que Daniel faisait référence, c'est une législation qui met beaucoup l'accent sur l'obtention du consentement. On vous donnait l'exemple des États-Unis où on semble se diriger, je dis semble parce qu'il y a encore certaines mouvances là-bas, vers un opting out. Ce qui fera en sorte qu'à ce moment-là, le consentement est présumé, à moins qu'on le retire, ce qui n'est pas le modèle européen. Non, et justement, pour enchaîner, ce dont on s'est aperçu, c'est que, comme vous savez tous, les gens ne lisent pas les avis. Donc, c'est très facile d'aller chercher des données puis de dire, on vous a donné le choix de dire non, mais vous ne l'avez pas fait. Et là, on va en parler dans 2 minutes, mais la Californie a mis son pied à terre et qui a dit, non, attendez, il faut que vous soyez un peu plus évident avec vos options de désabonnement. Et donc, on va voir cette loi dans les minutes qui suivent. Très bientôt, effectivement. Alors, vous voyez le genre de données qu'on va donc avoir. Quelle navigation vous avez fait, quel genre d'événements vous avez, les recherches que vous avez fait, mais aussi combien de temps a duré votre session, l'usager type anonyme dont on parle présentement, le comportement, parce qu'évidemment, je dis anonyme dont on parle parce que je m'étais identifié moi en fait comme usager, mais ce n'est pas anonyme parce que évidemment, il y a la question du consentement, et si dans une situation d'opting-out, la personne est identifiée jusqu'à temps qu'elle a demandé à en être retirée. On veut aussi voir le comportement de la personne sur le site. Et on parle évidemment de données démographiques cruciales. C'est de l'information extrêmement importante qu'on collige parce qu'évidemment, on a des produits, on a des services, on veut les vendre à des gens, on veut en faire commerce. On veut faire commerce de 2 choses. On veut faire commerce produits, services que l'on vend, mais parfois on veut faire évidemment, et ça a énormément de valeur, on veut faire commerce de des renseignements qui ont été le data qui a été recueilli et le traitement de ce data-là et les éléments qu'on peut en extraire. Alors, vous pouvez imaginer évidemment les données démographiques, leur grande utilité. Puis évidemment, il y a des outils qu'on connaît, les AdBlock, puis les browser specs, comment les gens vont réagir avec ces outils-là et comment les gens essaient de les utiliser, mais comment on essaie aussi de contourner leur utilisation parfois de ces éléments-là. Et toute l'interaction qui, elle, devient une grande source de données. Comment les gens vont interagir avec ça, quelles sont effectivement leurs habitudes au niveau de l'interaction avec le contenu des publicités. Donc ça, c'est tout l'ensemble des données traitées dont il est question ici. Et la technologie, Nicolas, par rapport, comment est-ce que ces sites vont chercher les renseignements sur quelle technologie est-ce on le voit, il y en a un qu'on est tous familiers, c'est évidemment les cookies, parce que maintenant, évidemment, dans les pratiques qui ont été élaborées, qui émanent évidemment de ces législations et qui ont mis la barre un peu plus haute, c'est qu'évidemment, on doit être informé de la politique de cookies. Et il y a des sites qui vont jusqu'à, si on n'accepte pas leur politique de cookies, bien à ce moment-là, pouf, la communication est interrompue, la porte du site est fermée. Donc, il y en a que ça devient une exigence d'accès. Donc, des fois, certains sites où on peut obtenir de l'information, des renseignements ou quoi que ce soit, ils publient leur politique. Et si on est en désaccord,
on n'a pas accès à l'information qui se trouve sur le site. C'est très intéressant que tu soulèves ce point parce que c'est notamment actuellement un des grands débats en Europe, c'est est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle en anglais du cookie blocking. Et c'est pas clair. En Europe, il faut comprendre qu'il y a cette polémique actuellement. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'utiliser le site? Et si oui, est-ce que on devrait alors ajuster les services et ce qu'on charge pour les services en fonction de si la personne a consenti à ce qu'on prenne ces renseignements ou pas? Donc c'est super intéressant comme... Oui, parce que voyez-vous, on essentiellement, on dit aux gens, si vous ne consentez pas à notre politique sur les cookies, on ne fera pas commerce avec vous. Voilà. Et d'où l'importance et la valeur du data qu'ils sont en train d'aller recueillir. Oui. Mais il y a aussi l'élément important dans ce que Daniel mentionne, c'est que le fait que certaines personnes se fassent identifier comme des personnes qui refusent des cookies, ça aussi, ça devient du data. Imaginez, et personnel. Là, je suis identifié non pas parce que j'ai refusé les cookies, donc ils ne peuvent pas m'identifier, j'ai pas accepté ça. Mais ils m'identifient comme quelqu'un qui ne l'accepte pas. Alors évidemment, quand on parle des technologies utilisées, il y a celle-là, mais il y a l'autre qui est la deuxième au tableau, qui est celle des adresses IP, qui elle est extrêmement précieuse, elle est unique. Elle est unique à l'appareil. Chaque appareil, donc, en a un. On a passé quand même beaucoup de temps sur les éléments de géolocalisation. Alors, vous connaissez l'adresse de l'appareil, vous faites la géolocalisation. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que vous possédez à ce moment-là comme information au sujet d'une personne, multiplier ça par des millions dans certains secteurs d'activité. Alors, vous pouvez imaginer à quoi vous avez accès si vous développez des produits, des services. Et évidemment, les plateformes des réseaux sociaux, parce que les plateformes des réseaux sociaux, il y a, malgré toutes les mises en garde qui sont faites par tous les commissaires à la protection de la vie privée ou quoi que ce soit, les gens déversent une quantité considérable d'informations. Et c'est eux qui sont le cible actuellement des jugements. Oui. Et évidemment, eux-mêmes, ces réseaux sociaux-là, ils ont, non seulement les gens s'ouvrent là-dessus et ils se rendent en grande partie vulnérables, mais les plateformes elles-mêmes, elles ont découvert l'immense valeur de ce qu'elles possèdent et beaucoup d'emphase là-dessus, des choses auxquelles, évidemment, on ne voit pas dans le quotidien. Et il reste des applications. Des applications qu'on se procure, qu'on utilise constamment et qui, elles, vont enregistrer toutes sortes de données comme celles que je vous indiquais dans la page précédente. Merci. Et donc, comme Nicolas vient de décrire, on a deux phénomènes qui se rencontrent. On a le marketing direct, qui a toujours existé d'une façon ou d'une autre, mais il y a également le marketing direct qui est rendu encore plus puissant à cause de ce background technologique qui est très, très, très puissant. Et donc, ce que le législateur et les cours ont observé, c'est que l'individu est un peu perdu là-dedans par rapport au contrôle de ces données. Donc, on a promulgué des lois pour mieux protéger l'individu par rapport à la collection de ces données. Et aussi, on commence à avoir des jugements assez intéressants pour l'industrie de la technologie du marketing, ou ad tech en anglais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux lois et puis à certaines décisions qui ont une importance absolument primordiale pour le développement de cette industrie. Et la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est on va tourner ça de façon très pratique et on va parler d'astuces et de techniques que vous pouvez adopter pour vous rendre conforme à ces lois et ces exigences tout en faisant ce que vous voulez faire avec les données, c'est-à-dire du profilage, du marketing, du ciblage, mais légitime par rapport à la loi. Donc, pour commencer, évidemment, je vais commencer avec la loi européenne et on va parler ensuite de la loi californienne. La raison pour laquelle je n'aborde pas ici la loi canadienne, c'est qu'elle est en train d'être modifiée et tout nous laisse à croire, comme disait Nicolas, qu'elle sera modifiée pour calquer les exigences de la loi européenne. Donc, on prend évidemment une approche très proactive. On met l'emphase sur ce sur quoi tend le développement, ce sur quoi s'oriente le développement du droit, pour que vous puissiez, dans vos organisations respectives, mettre en œuvre les éléments et dire, à ce moment-là, si j'ai le choix, je ne veux pas faire deux changements, je vais en faire juste un. Et l'adaptation, l'orientation, la mouvance à l'échelle planétaire est évidemment versée. De toute façon, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que si vous êtes conforme à la loi européenne,
les chances sont très bonnes que vous soyez conforme à la loi canadienne. Donc, parce qu'il y a le barreau qui est un peu plus élevé actuellement. Oui, presque à tous égards, dans quelque aspect que ce soit dans la loi, on constate que la barre, elle est certainement au niveau de la loi canadienne, mais généralement au niveau des exigences plus élevées. C'est ça, exactement. Et aussi, d'ailleurs, on a constaté que beaucoup d'organisations, beaucoup de nos clientes, on constate que dans leur quotidien, elles développent des pratiques commerciales qui tendent à être conformes à la loi européenne, parce qu'évidemment, c'est les meilleures pratiques. Mais elles font faire, évidemment, souvent bien en dehors des cadres des frontières du lieu géographique où elles se trouvent. Donc, en Europe, il y a deux bases légitimes de traitement de données pour ce qui est les données de marketing, pour les fins de marketing. C'est le consentement. Donc, la loi européenne est très claire. Si vous voulez faire du marketing, si vous voulez utiliser les données, allez chercher le consentement de l'individu concerné. Et ce consentement-là doit être libre et doit être éclairé. On va voir dans la jurisprudence dans quelques instants ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas question d'aller chercher un consentement implicite, non. Il faut, surtout pour le marketing, que ce consentement soit libre et éclairé et qu'il peut être retiré en tout temps. Donc, il faut vous munir de technologies qui vous permettront d'obtempérer à cette demande du client de retirer son consentement. Évidemment, ça, c'est l'aspect qui est aisé à énoncer, libre et éclairé. Mais qu'est-ce qui va ensuite être considéré comme libre et éclairé? Fonctionnant à partir des exemples que nous avons tous à l'esprit. Vous téléchargez une application et là, évidemment, il y a une longue entente qui est écrite. En fait, c'est un énoncé, c'est un contrat, en fait, auquel on vous demande de consentir, mais qui contient des pages et des pages de documents. Puis évidemment, vous devez aller vite parce que vous avez besoin d'application, parce que vous devez faire un geste, vous êtes sur le bord peut-être sur le point de prendre un avion, ou vous devez répondre à un client ou quoi que ce soit, donc vous consentez. Mais plus tard, on vous dit, ben voyez-vous, vous aviez consenti, vous avez consenti à ça. Mais dans quelle mesure ce qu'on a fait était libre et surtout éclairé, quand on est allé jusqu'au bout et on a simplement dit « I agree ». C'est ça. Et l'autre base en Europe, c'est un traitement qui est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement. Maintenant, le responsable du traitement, c'est l'organisme qui collecte les données et qui détermine les fins de cette collecte. Il est également énoncé dans la loi européenne que le marketing constitue un intérêt légitime. Donc, il y a zéro doute là-dessus, sauf qu'il faut le faire en respectant les droits de l'individu, de la personne concernée. Donc, ça, c'est les bases de la loi européenne par rapport au marketing. La loi californienne, comme j'avais dit tout à l'heure, est basée sur un autre principe, et c'est celui du opt-out. Donc, on peut aller chercher et utiliser les données de l'individu, mais il faut permettre à cet individu de vous dire d'arrêter ou de me dire que non, je ne veux pas que vous traitiez mes données. Mais, comme on disait tout à l'heure, c'est très facile de dire ça et puis de cacher l'option opt-out dans 30 pages de texte. Alors, ce que le législateur californien a dit, c'est que, bon, là, opt-out, il faut sur chaque page mettre un bouton qui dit que I don't want you to sell my information, donc qui vous empêche de revendre les données. Et ça, c'est très important parce que non seulement vous, en tant qu'entité, vous devez arrêter la vente. La vente, ce n'est pas simplement en échange de l'argent, c'est également un transfert pour quelconque raison. Et il faut que vous informiez la tierce personne à qui vous avez envoyé les renseignements que l'individu en question ne veut plus que ces données soient traitées. Alors là, ça déclenche un débat incroyable parce que qu'est-ce que vous faites si vous avez déjà utilisé ces données, s'ils sont colligés avec d'autres données dans une étude que vous avez fait pour faire. Donc, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de degrés où ça peut affecter l'entreprise en question. Ceci dit, je viens tempérer ce que je viens de dire avec le seuil d'application. En contraste avec la loi européenne, la loi californienne ne s'applique pas à tout le monde. Elle s'applique seulement à des entités qui ont un chiffre d'affaires qui est plus que de 25 millions. Si 50% de votre revenu est généré par un traitement de données. Et puis, il y a une troisième catégorie. Si votre modèle d'affaires est basé sur l'achat ou le partage de données personnelles. Alors, ce qui est raisonnable. On vise des gens qui font commerce
on vise des gens qui font commerce de ces données-là. Parce que ça veut dire que l'essence de vos revenus provient de ça. Parce qu'évidemment, c'est surtout là que ça devient problématique, parce que c'est là que le consommateur qui initialement a fourni une ou plusieurs données a une perte totale de contrôle sur l'utilisation. Absolument. Et comment c'est repris par la suite. Donc, pour venir rapidement sur les jugements qui sont très importants, il y en a 4 actuellement qui sont vraiment les bases. Ce sont des jugements européens. Encore une fois, la loi californienne a été promulguée, mais on attend le mois de juillet pour avoir les règlements finaux pour vraiment la mettre en vigueur. Donc là, jusqu'à présent, on a un peu de direction de la Cour européenne de justice. Premier arrêt qui est très important, c'est Google Spam. Ça, c'est l'arrêt qui a été associé avec le droit à l'oubli. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un monsieur Rodriguez qui était espagnol, qui avait demandé à Google de déindexer ses renseignements personnels. Et Google a dit, bah non, parce que le traitement se fait aux États-Unis. On a un bureau de vente de publicité en Espagne, mais notre traitement se fait aux États-Unis, donc on n'est pas assujetti à cette loi. Et la Cour européenne de justice a dit non, ce n'est pas le cas, même si ce n'est qu'un bureau de vente en Espagne, ça fait partie intégrante de votre opération. Et vous, Monsieur Google, vous êtes assujetti à notre loi et vous avez l'obligation de déindexer. Alors ça, c'est fondamental parce que nous, ici au Canada, si on cible des clients européens, on a l'obligation de se mettre en conformité avec la loi européenne. Oui, et on voit vraiment une nette tendance de la Commission européenne à s'arroger le plus de compétences possibles et d'élargir le filet et ce qu'on appelle des facteurs de rattachement. Ici, en l'espèce, le facteur de rattachement, c'était la citoyenneté et la résidence de la personne. Citoyen européen, résident en Europe. On ne parle pas de quelqu'un qui est né en Espagne et qui a 70 ans, qui ne va jamais retourner en Espagne, mais qui a conservé sa nationalité, mais on a vraiment quelqu'un, facteur de rattachement qui était quand même à savoir, c'est un résident de l'Espagne, il transige à partir de son pays, et là on viendrait lui dire non, non, c'est une loi étrangère. Non, c'est ça. Les 3 autres décisions aussi sont très importantes. Donc, Wirtschaftsakademie, la mise en contexte, c'est que l'académie, Wirtschaft, faisait de la publicité sur un site de Facebook, mais sans avoir informé les visiteurs à ce site que Facebook était capable d'aller les suivre et puis d'envoyer des renseignements personnels qu'ils avaient pris sur les visiteurs à des tierces parties des fournisseurs. Alors là, la Cour a dit absolument pas, vous arrêtez cette pratique tout de suite et vous avez l'obligation, si vous faites affaire avec un tierce fournisseur comme Facebook, d'informer le public de ce que Facebook va faire avec vos renseignements. Et ça, c'est énorme comme obligation. Et Fashion ID, qui était rendu l'été dernier, vient ajouter à cette décision de Wirtschaftsakademie en disant que, et là, pardon, pour vous donner les faits, ce qui s'est passé dans Fashion ID, c'est Fashion ID est un détaillant de vêtements qui opérait en ligne seulement. Et ils avaient installé le bouton Like de Facebook. Et ce que Facebook faisait, et on le savait, je ne pense pas que Fashion ID le savait, c'est que Facebook prenait les renseignements personnels des gens qui avaient appuyé sur Like et les traitait. Alors, les visiteurs au site de Fashion ID ne le savaient pas. La Cour est venue encore une fois trancher en disant « Attendez, vous avez l'obligation d'être transparent non seulement par rapport à ce que vous faites, M. Fashion ID, mais également à ce que fait Facebook. » Et ça, c'est énorme parce que ça pose, c'est une obligation absolument incroyable sur Fashion ID parce qu'on ne sait pas ce que l'autre forcément va faire, sauf que vous êtes responsable. Et l'autre chose, c'est que puisque Facebook traite ces données en arrière, Facebook aussi peut être considéré comme étant un controller. Et donc, ça veut dire que Facebook a maintenant l'obligation, en cas de bris, en cas de divulgation, les mêmes responsabilités que Fashion ID, qui était le premier fournisseur de ces services. Donc, c'est énorme, à la fois pour les plateformes numériques et pour les détaillants. Oui. C'est pour ça qu'en termes de conclusion, ce sur quoi on veut attirer votre attention, c'est
On voit ces grandes organisations, souvent on va parler évidemment d'Amazon, on va parler de Google, on va parler de Facebook, mais, mais on veut aussi que vous ayez à l'esprit qu'il y a vos organisations. Ces grandes organisations, le défi, c'est toujours la chasse au consentement. Parce qu'ils disent, ah, he said I agree, il a pesé là-dessus, il a dit I agree, ça au consentement. Évidemment, ils ont l'éternel débat, ils ont toujours ces causes et ces litiges pendant dans ces organisations. À l'effet, le consommateur a consenti en quoi? Dans vos organisations, vous, notre clientèle, vous êtes en mesure d'identifier beaucoup plus clairement ce que vous recherchez comme consentement. Et plus votre consentement est éclairé, comme vous avez été éclairé, plus il a de la valeur et plus ça se traduit par une entreprise qui est efficiente, qui est efficace et qui est sur la voie de la prospérité. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour vous dire comment vous mettre en conformité avec ces exigences, tout en faisant le marketing direct qu'il faut faire pour vendre vos produits et vos services. Et on vous remercie, puis écoutez, on vous souhaite une bonne journée. La santé. Et de la santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, Ariel. Merci.